Bonsoir, voici les titres de ce journal. La situation financière du Brésil provoque un affaiblissement quasi général des cotations sur les places boursières dans le monde. Inquiétude aux États-Unis. Première grande crise politique ouverte pour la Commission européenne où deux commissaires, l'Espagnole Marine et Mme Edith Cresson, sont mis en cause. Ce soir, un compromis semble possible avec le Parlement européen. La délinquance des mineurs est en augmentation. Messieurs Jospin et Chevènement prévoient des mesures répressives. Ce soir, un document dans le journal, l'histoire ordinaire d'un adolescent multirécidiviste, voleur de voitures. Invité de cette édition, le président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenweg. Rémission du mauvais temps en France, mais la nuit dernière fut longue, très longue pour des automobilistes d'Île-de-France piégés par la neige. Un millier de spécialistes des allergies réunis à Paris. Première journée du congrès consacrée à l'allergie aux blattes. Cette fois donc, la crise est venue d'Amérique du Sud, du Brésil, où la situation financière était devenue si difficile sous la menace de sécession économique de l'un des États du Brésil que le président de la Banque centrale de ce pays a préféré démissionner, entraînant par cascade un début de débâcle boursière. Et pourtant, l'état de santé de l'économie brésilienne semblait s'améliorer. Voyez le reportage de notre envoyé spécial à Sao Paulo, Luc Bazizin, avec Daniel Lévy. São Paulo, capitale économique du Brésil. Aujourd'hui, la fièvre est encore montée d'un cran, ici au cœur de la Bovespa, première bourse d'Amérique latine. Le président de la Banque centrale du Brésil a donné sa démission. La monnaie, le réal, a perdu près de 10% de sa valeur. Le marché s'est à nouveau mis à douter de lui-même. Déjà en août dernier, un séisme avait fait chuter l'indice brésilien de plus de 40%. Après la crise russe, les investisseurs avaient fait un amalgame avec tous les pays émergents, même si le Brésil bon élève était alors en pleine croissance. Sur les 60 jours qui couvrent août et septembre, les investisseurs étrangers ont retiré du pays l'équivalent d'environ 160 milliards de francs. Conséquence, les coûts financiers pour certaines entreprises brésiliennes sont devenus insupportables. Ici, chez Klabin, fabricant de papier et de carton, 800 salariés ont été licenciés. Pour remettre le pays sur le bon chemin, le président de la République brésilienne a promis du sang, de la sueur et des larmes. En fait, des mesures d'austérité où voisinent augmentation d'impôts et réduction des dépenses publiques. Une partie de la crise est passée, mais pour les entreprises brésiliennes, une autre crise arrive. Elle est due à l'augmentation des impôts décidée par le gouvernement et aussi à l'envolée des taux mis en place pour soutenir la monnaie et éviter la fuite des capitaux. Les Brésiliens vont affronter le pire de la crise en 1999. En attendant des jours meilleurs, les Brésiliens se jettent dans les bras du tout à crédit. Qu'il s'agisse de vêtements ou d'automobiles, tout peut se payer en plusieurs fois. Même si certains dépensent plus et plus vite que les autres, les investisseurs, une fois encore, hésitent à parier sur les 160 millions d'habitants du Brésil, ne sachant pas s'ils viendront ou pas un jour grossir la société de consommation. Ce fut donc aujourd'hui une nouvelle illustration de l'interdépendance des économies mondiales, à commencer par celle des États-Unis, particulièrement liée aux pays latino-américains. Mais sur toutes les places boursières, on aura noté une baisse des cotations. À Paris, à la clôture, le CAC 40 était à moins 3,46%. Explication Pascal Golomer. Il a beau invoquer des raisons familiales, Gustavo Franco n'a trompé personne ce matin. En démissionnant de son poste de président de la Banque centrale du Brésil, il a provoqué une belle panique sur tous les marchés financiers du monde. À Singapour d'abord, qui clôturait en baisse de 2%, puis sur toutes les places européennes. Moins 6,9% à Madrid, moins 4% à Francfort, moins 3% à Londres, moins 3,5% à Paris. Partout, on veut se débarrasser des actions des sociétés très engagées au Brésil, les banques notamment. Car les investisseurs n'ont plus confiance dans ce pays, incapable d'adopter un plan de réduction budgétaire. Ce plan qui conditionne le versement du solde de l'aide promise par le FMI à l'automne dernier, 230 milliards de francs. La bourse de New York, à son tour, ouvrait en baisse cet après-midi. Au même moment, à la Maison-Blanche, Bill Clinton rappelait aux journalistes son souhait de voir la crise brésilienne se résoudre au plus vite. L'Amérique latine est aujourd'hui le marché en plus forte croissance pour les entreprises américaines.
À Strasbourg, tout au long de cette journée de mercredi, le président de la Commission européenne, M. Jacques Santer, a menacé de démissionner. La Commission européenne est en effet à la veille d'un possible double vote de censure des députés siégeant au Parlement de Strasbourg. Cette première grande crise politique de l'exécutif européen est née de révélations sur des fraudes présumées de gestion, notamment imputées au commissaire espagnol, M. Manuel Marín, et à sa collègue française, Mme Edith Cresson. Explication Arnaud Boutet. Et je suis prêt à prendre ma part de responsabilité dans ce contexte. En mettant sa démission dans la balance, Jacques Santer a peut-être sauvé la commission qu'il préside. Pour tenter d'éviter la crise avec une partie des députés du Parlement européen, Jacques Santer accepte également le principe d'un audit sur sa gestion. Edith Cresson, un rapport la soupçonne de fraude et de favoritisme au sein de la commission. Elle rejette les accusations contenues dans ce document, parle de cabale et refuse de quitter son poste. Non, pourquoi voulez-vous démissionner? Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. La période des sacrifices humains dans nos civilisations est terminée depuis longtemps. Et pourtant, rien n'est joué. Demain, les députés voteront pour censurer la commission et peut-être exiger la démission d'Edith Cresson et d'un autre commissaire. Alors aujourd'hui, c'était l'effervescence. Les groupes négociaient dans les couloirs et les salles du Parlement. Nous sommes dans cette situation très curieuse où soit nous nous déjugeons, nous nous couchons en ne votant pas la censure, soit nous votons la censure et à ce moment-là, nous ouvrons une crise. Le Parlement européen doit prendre ses responsabilités, rappelle ce soir Jacques Santer. 13 jours après le lancement de l'euro, cette crise fait désordre et pourrait laisser des traces. Christian Marimonneau, compromis, pas compromis, censure, pas censure? Mais disons qu'à l'heure où nous parlons, les différentes formations politiques du Parlement européen sont réunies pour trouver un compromis. Il serait le suivant: vote d'une résolution dans laquelle ne figurerait plus la démission des deux commissaires visés par les critiques, Edith Cresson et Manuel Marín. Deuxième étape, l'adoption d'une stratégie pour le vote demain de la censure. Les deux principales formations sont divisées tant à gauche, le Parti socialiste européen, qu'à droite, le Parti populaire européen. C'est tout simplement le reflet un petit peu des divisions nationales. Le suspense est donc total. Deux remarques. Premièrement, comme vous le disiez, les institutions européennes traversent la crise la plus grave depuis l'élection au suffrage universel en 1979 du Parlement européen. Deuxièmement, le président Jacques Santer a été choisi en 1995 par les différents pays membres, tout particulièrement les Allemands et les Britanniques. Pourquoi le lâcherait-il aujourd'hui? Y aurait-il des arrière-pensées politiques? Après l'euphorie de l'euro, les 626 députés ont donc voulu donner une leçon de démocratie, mais semblent ne pas vouloir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la censure qui aurait eu pour conséquence la démission de la Commission. Il semble en effet difficile que la majorité absolue et les 2/3 des suffrages exprimés soient atteints de même idée. Les électeurs vont certainement être troublés et l'exprimeront dans 6 mois au cours des prochaines élections européennes. Ouais, on verra. Merci Christian Marie. La délinquance des mineurs fait l'objet depuis quelques jours d'une série de déclarations de messieurs Chirac, Jospin et Chevènement. Les responsables politiques sont en effet alertés par une augmentation de plus de 11% du nombre de mineurs mis en cause dans des crimes et délits en 1998, 11% de plus par rapport à 1997. Ces mineurs interpellés représentent un peu plus du quart de la délinquance constatée en France. Et chacun d'évoquer des mesures plus répressives contre ces jeunes qui commettent des actes de violence. Voici un document rapporté par une équipe de France 2 avec Joël Bruyandet et Franz Vaillant. Ce reportage a été tourné à Lille. Notre équipe suivait une brigade anticriminalité lorsque, de manière inopinée, un garçon de 14 ans a été arrêté. Depuis 9 h du soir, 3 policiers de la BAC, brigade anticriminalité, patrouillent dans les rues de Lille. Il est 12h30. Au pied d'un immeuble, les policiers repèrent une voiture suspecte. 2 personnes vont être interpellées. Il a de BAC 1. BAC 1 transmettez. Ouais, alors pour le conducteur du véhicule, il s'agit d'un mineur de 14 ans et le passager avant majeur de 18 ans. Reçu, Ida? Ouais, bien reçu. Donc 2 interpellations. À Lille, un vol de voiture sur 2 est commis par un mineur. Affirmatif. Dans la voiture des policiers, un dialogue s'improvise avec le mineur et sa copine majeure. C'est pas méchant, monsieur. C'est pas méchant, mais ils ne sont pas compte, il a 14 ans, 31 affaires sur le dos déjà. Eh, Et elle peut tout prendre sur elle, elle est majeure en plus. ah oui? Ah ouais. Je peux tout prendre sur moi. Ah bah tiens. Elle est majeure. Ouais, j'ai rien fait. Et moi je suis mineur. Ah non. Pourquoi tu crois que l'excuse d'être mineur, ça va t'exonérer à vie? Bah non, je sais. T'as un vol de voiture sur les bras, on vient de t'interpeller, tu rigoles, tu prends ça à la rigolade, ton copain aussi, 32 fois qu'il est interpellé par
Enfin, les flics, ils s'en foutent totalement. Non, moi je m'en fous pas, mais je réalise pas encore ce qui m'arrive. 1h du matin, les deux adolescents arrivent au commissariat central. Ils savent maintenant qu'ils vont passer la nuit en garde à vue. Chaque année, 7000 personnes se retrouvent entre ces 4 murs. 7000 personnes, dont 2000 mineurs. 2 heures plus tard, l'officier de police judiciaire arrive et signifie officiellement le placement en garde à vue. Comme d'habitude. Tu me donnes le numéro de téléphone de tes parents. Ils ont pas de téléphone. Bon, le domicile, c'est bien. Les parents n'ont pas le téléphone, une patrouille se rend donc à l'adresse indiquée. C'est ce que l'on appelle l'avis à famille, une procédure obligatoire dans le cas de mineurs. Il est 3 heures du matin, mais personne ne répond. Alors, dans les locaux du commissariat, l'audition du jeune mineur a commencé. Alors, c'était une Ford Escort rouge, hein. Je suis monté à l'intérieur du véhicule. Et j'ai arraché les fils. Il faudra attendre 11 heures du matin pour que la maman vienne chercher son fils au commissariat. Cette femme, séparée de son mari, vient accomplir ce qui est devenu une triste formalité. Il se calme pas, votre fils, là? Hein? Au niveau de... Non, mais au niveau de l'autorité parentale, ça se passe comment avec lui? À la maison, ça va. T'en as assez? T'en as marre ou Ouais, j'en ai marre de la garde à vue, ouais, c'est sûr. Est-ce que le fait d'être en garde à vue, ça te fait réfléchir? Ouais, parce qu'on pense à beaucoup de choses, on a le temps de réfléchir. Tu penses à quoi? Bah, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais sortir, déjà? C'est ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas sortir? Je sais pas. J'espère que je vais pas recommencer. Pour ce jeune, la solution, c'est de ne pas le renvoyer systématiquement dans son quartier. Ça me paraît tout à fait clair. Il faut, pour ce type de délinquants multirécidivistes, qui, je le répète, sont en déshérence, n'ont plus de règles, sur lesquelles la société, les parents, etc., n'ont plus de prise, il faut forcément l'éloigner de son quartier. 12 heures après son interpellation, l'adolescent est libéré. En cas de délit, la loi ne permet pas aujourd'hui de placer en détention provisoire un mineur de moins de 16 ans. Dans sa poche, le garçon de 14 ans a glissé une convocation chez le juge pour enfants. Jean-Pierre Rosenzweig, bonsoir. Vous présidez le tribunal pour enfants de Bobigny, vous présidez l'Association nationale des communautés éducatives, donc vous connaissez tout ça, ce genre de situation. Bon, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est une sorte de petit séjour et puis ensuite il repart. C'est vrai que c'est difficile de commenter pour moi comme magistrat une affaire qui est en cours, mais c'est l'impression que ça donne. Et je pense qu'il nous manque des choses. Il y a obligatoirement, on nous dit que c'est un jeune qui a déjà commis de nombreux délits. Une trentaine. Il y a obligatoirement un éducateur ou une équipe éducative qui est en charge du suivi de ce jeune. Où est-elle? On n'entend pas parler ici. L'autorité parentale, on peut aussi s'interroger. Les parents ne sont pas chez eux à 3 heures du matin, mais apparemment ils laissent leur enfant de 11 ans sortir avec une jeune fille de 18 ans. 14 ans. 14 ans, excusez-moi. Sortir avec une jeune fille le soir et dans les voitures. On peut s'interroger. Et puis l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est une manière de réagir peut-être de la justice, mais il y a d'autres manières de réagir. Par exemple, cette affaire-là se serait produite en Seine-Saint-Denis. Je crois que après sa garde à vue, le jeune aurait été déféré au tribunal. Les éducateurs du tribunal auraient fait le point avec l'éducateur qui est en charge de ce jeune. Les parents auraient été convoqués. La mère aurait été vue par le procureur ou par le délégué du procureur. On essaierait de faire le point. En d'autres termes, il ne serait pas ressorti le soir avec une convocation. On aurait essayé de mettre en œuvre quelque chose. Il risque quoi, par exemple? Il ne le sait pas, mais il risque 18 mois de prison. Il risque la moitié de ce que risque un majeur. Un majeur risque 3 ans de prison, lui risque. Donc, sur cette affaire-là, contrairement à ce qu'on dit, un garçon de 14 ans peut parfaitement aller en prison. Tout à fait. Il y a 3800 mineurs qui, l'an dernier, sont allés en prison. Et j'ai actuellement dans mon cabinet une jeune fille qui a commis vol sur vol et qui exécute une peine de 8 mois, dont 4 mois ferme. Pour vous, c'est ce qu'on appelle un sauvageon? Ah non, c'est pas un sauvageon. C'est un gamin qui est laissé à volo, qui est en difficulté, qui a un manque de repères, qui a une partie de famille, il n'est pas inscrit dans une bande apparemment, il vit autre chose, il ne comprend pas la gravité des actes qu'il peut commettre, donc il y a vraiment un travail éducatif à faire. Peut-être effectivement le retirer de son milieu provisoirement, mais il faut travailler aussi les relations avec les parents. Peut-être qu'il faut l'éloigner pour lui faire vivre autre chose, lui faire comprendre qu'effectivement on peut vivre autre chose que la nuit voler des voitures. Alors nous allons voir maintenant ce qui existe déjà comme mesure, comme législation. Contre les mineurs délinquants, il y a une
l'ordonnance de 1945 qui est remaniée, qui a été remaniée à de multiples reprises et qui prévoit donc bien l'éloignement. Pour la seule année 97, près de 30 000 jeunes sont passés par les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour les délinquants les plus récalcitrants, il existe 13 dispositifs éducatifs renforcés, mais le système en place, si l'on veut l'améliorer, nécessite évidemment de l'argent supplémentaire. Commentaire Thierry Curtet. Le texte date de 1945, mais il a fait l'objet de nombreux aménagements depuis cette date. Sa philosophie est simple, il privilégie l'éducatif avant les mesures répressives. Les possibilités sont larges. Il y a d'abord l'admonestation, le simple avertissement, puis les travaux d'intérêt général, des travaux éducatifs, d'intégration ou de réparation suite à des dégradations par exemple. Il y a ensuite l'éducation surveillée, dans le cadre d'un accord sous condition passé entre le juge et l'adolescent. Il est alors pris en charge par une équipe. Un éducateur le suivra toute la journée. Une mesure qui peut s'accompagner d'un éloignement à l'autre bout de la France pour le sortir de son milieu. Il y a ensuite le placement en institution, hors de son foyer donc. Ce sont des lieux ouverts où l'adolescent est pris en charge jusqu'à 18 ans. Les maisons de correction ont été fermées en 1977, leur efficacité n'était pas probante. Mais faute de moyens, 4 à 5 000 de ces décisions prises par des juges n'ont pas été exécutées. Et puis il y a l'échec, la prison, possible dès 13 ans, même si pour un délit, c'est-à-dire pour un ou plusieurs vols, il ne peut y avoir de détention provisoire. Dans ce cas, il faut un jugement pour être envoyé en prison avant 16 ans, sauf si l'on a commis un crime. Alors Jean-Pierre Rosenbeck, vous avez réagi assez vivement aux déclarations des hommes politiques, messieurs Chirac, Jospin ou Chevènement, en disant c'est de la surenchère, car il existe déjà tout un dispositif. De certaine manière, vous avez dit on n'a pas de mémoire, quoi. On n'a pas de mémoire, on a oublié que le 8 juin 1998, après un débat qui a duré un an, après les travaux du Conseil économique et social, la mission parlementaire animée par Mme Lazerge et M. Balduic, toute une série de travaux qui ont été faits par les uns et les autres, le gouvernement a discuté, à arbitrer, souvenez-vous de la polémique déjà à l'époque entre M. Chevènement et Mme Guigou, des décisions ont été prises, décisions qui sont intelligentes, qui sont équilibrées, consistent à dire qu'il ne faut pas se laisser faire par les jeunes qui commettent des délits, il faut réagir intelligemment, la répression c'est nécessaire dans certains cas, la prison c'est pas une fin en soi, il y a d'autres méthodes qu'il faut inventer, par exemple les mesures de réparation, par exemple les travaux d'intérêt général, mais dans le même temps le gouvernement est venu dire en conseil de sécurité intérieure, il faut mettre en œuvre une politique sociale, il faut mettre en œuvre une politique familiale, une politique de citoyenneté, il ne faut pas se contenter de réprimer à court terme, il faut réfléchir à ce qui se passe pour les 4 ou 5 ans qui viennent, et nous attendons toujours comme magistrats, comme éducateurs, nous attendons toujours que ces mesures qui ont été décidées se mettent en œuvre, et que les moyens soient dégagés. Vous avez l'impression qu'ils changent d'avis, qu'ils reviennent sous la pression d'une... Non, je pense qu'on ne changera pas d'avis parce que ce qui a été décidé au mois de juin était équilibré et intelligent. Je pense qu'il faut décider de dégager enfin les moyens qui sont nécessaires. Ce n'est pas seulement un chèque qui est nécessaire, il faut de l'argent, mais il faut aussi trouver dans ce pays les hommes et les femmes qui vont partager un bout de route avec ces gosses qui sont en grande difficulté. Et si on ne mesure pas ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, on risque d'avoir d'autres problèmes demain. Alors ces autres problèmes, ça veut dire qu'il y a une génération des enfants encore plus jeunes qui sont déjà en danger de délinquance? Oui, nous sommes tous convaincus, les plus hautes instances, là encore je me réfère au Conseil économique et social, mais je me réfère à beaucoup de militants, à beaucoup de professionnels. J'ai discuté la semaine dernière encore avec le contrôleur général de la police dans mon département. Nous savons que des enfants qui ont actuellement 6 ans, 7 ans, 8 ans sont en grande difficulté actuellement. On les a repérés quand ils étaient à la crèche, quand ils étaient à l'école maternelle. Compte tenu de la crise que traverse actuellement le service social scolaire, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ces enfants, si on ne fait rien, vont à 10, 12, 13 ans être dans la rébellion contre les adultes car ils auront subi au moment de l'acquisition des premières acquisitions de la lecture, ils auront été déjà en situation d'échec. Ils n'ont pas de parents pour les encadrer pour un certain nombre d'entre eux. Ils vont commencer par ce qu'on appelle l'incivilité, agresser les adultes et à un moment donné, ils vont tomber dans la délinquance en sachant que dans le quartier, avec la stratégie qui existe à l'heure actuelle, le business, le trafic de drogue, il y a plein de gens qui vont les récupérer comme étant les petites mains de la délinquance. Et là, on passe très rapidement à la violence de rue. Donc on a une génération qui est en difficulté, ceux qui n'ont pas d'espoir à l'heure actuelle. Je rappellerai au passage que s'il y a 22% de la délinquance qui est commise par les jeunes, 78% de la délinquance est commise par les adultes. Alors pas de racisme anti-jeune. Il faut leur rendre la justice aussi à ces gosses, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'avenir, qui sont condamnés à la violence des rues. Mais dans le même temps, il faut savoir qu'il y a une autre génération qui se prépare. Et celle-là, si on ne vient pas l'aider d'urgence, il y aura de très très gros problèmes. Merci Jean-Pierre Rosenbeck. Et alors en parallèle de ce qui se passe en France, c'est en Italie que la classe politique s'interroge sur une brusque montée de la criminalité. Les débats portent sur la législation actuelle, les réponses à trouver face à la délinquance des jeunes, mais aussi face à un accroissement de l'immigration en Italie. Commentaire Hervé Brusini. C'est le 9e, en 9 jours. Lui, il avait 33 ans, assassiné par 2 jeunes tueurs. Les autres victimes étaient vendeurs de journaux, consommateurs dans un bar, des coups de couteau, des coups de 7,65 et des Milanais qui se sentent abandonnés par l'État.
C'est la colère, bien sûr. La colère. Les étrangers, illégaux, clandestins. J'insiste bien là-dessus. Ils sont libres d'agir, de commettre des violences. Et nous nous sentons en prison chez nous. Et voilà l'ennemi désigné. Les Albanais, les Croates, les Sénégalais, tous ces Noirs, comme on dit là-bas. L'exaspération est à son comble, on menace de s'armer, de faire justice soi-même, parce que, faute de tranquillité, on perd patience. Alors, sur ce plateau de télévision, face à l'urgence de la criminalité, la plupart des autorités italiennes étaient réunies hier soir. Juges, ministres, opposants, ils agitaient peu ou prou les mêmes questions que se pose la société française. La reconquête du territoire, le contrôle de l'immigration, le renforcement de la loi, l'aggravation des peines en matière de trafic de drogue. La semaine dernière, le président du Conseil, Massimo D'Alema, présentait son plan anti-mafia, des peines plus dures et l'éradication définitive des parrains. À présent, c'est le nord du pays qui subit les assauts d'une violence quasi quotidienne. Au moment où la classe politique débat, les citoyens attendent des signes, des gestes, en silence. Un lourd silence. Contre la violence à l'école en France et les agressions dont ils sont les victimes, une centaine d'enseignants venus de plusieurs lycées et collèges d'Île-de-France en grève manifestaient aujourd'hui devant le ministère de l'Éducation nationale. Pour le ministre Claude Allègre, des mesures sévères et rapides pour répondre à ces agressions seront prises très bientôt. Incident à Ajaccio lors de la séance solennelle de rentrée du tribunal d'Ajaccio. Le bâtonnier de ce tribunal a critiqué très vivement les autorités gouvernementales et le préfet de Corse sur les modalités de l'application de l'état de droit dans l'île. Aussitôt, le préfet Bernard Bonnet a quitté le tribunal. Cet incident survient à la veille de l'arrivée en Corse du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Commentaire Olivier Caroff. Audience solennelle au tribunal d'Ajaccio. Le rendez-vous annuel des plus hautes autorités de l'île. Au premier rang, le préfet de Corse, Bernard Bonnet. En face, le bâtonnier des avocats lui a réservé une surprise. L'opinion publique est une fille des rues, on ne la lui fait pas. Elle a déjà compris qu'en tentant de la culpabiliser, c'est l'État que l'on veut blanchir. Elle le sait d'autant mieux qu'on lui a fait déjà le coup. En fait de discours pour la nouvelle année, un réquisitoire contre les méthodes de l'État. Et c'est l'incident. Le préfet quitte la salle. Alors, monsieur le préfet, se pourrait-il... Seuls les avocats applaudiront. Les magistrats, eux, resteront imperturbables. Demain, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, arrive dans l'île en visite officielle. Hier, la veuve du préfet de Corse, Claude Erignac, assassiné en février 1998, s'interrogeait dans un communiqué à l'agence France-Presse sur le remue-ménage entre policiers et juges dans l'enquête sur cet assassinat. Cette polémique agace manifestement le ministre de l'Intérieur. Reportage Michel Fine et Jérôme Soulard. C'est depuis longtemps une rumeur, c'est devenu une certitude. Ces deux hommes se détestent. Pourtant, ils travaillent ensemble, ils sont co-saisis dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. D'un côté, le très médiatique Jean-Louis Bruguière, pionnier de l'antiterrorisme. De l'autre, Gilbert Thiel, un juge venu de Nancy. Depuis son arrivée en 1995 au sein du pool antiterroriste, l'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est une fuite au niveau de l'enquête qui a tout déclenché. Il y a 15 jours, le Canard enchaîné et l'Est républicain publient les extraits d'un rapport de police. Le parquet de Paris ouvre immédiatement une information judiciaire, recel de violation du secret de l'instruction. En clair, un juge est chargé de trouver d'où vient la fuite. Au sein du pool antiterroriste, l'heure est au soupçon. L'affaire vient sur la place publique. Hier, la famille Erignac a fini par demander dans un communiqué que les juges oublient leur querelle. Il faut que les gens travaillent ensemble, se fassent confiance. Et il est clair que si les magistrats ne travaillent pas main dans la main, entre eux d'abord, puis ensuite avec les services de police, on n'aboutira jamais. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, chacun reprenne son calme, et la famille ne demande que cela. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, Jean-Pierre Chevènement était aussi sévère. Toute polémique est regrettable. Il y a un intérêt, et un seul. C'est l'intérêt de l'enquête et de son aboutissement. Tout le reste est subalterne, voire nuisible. Jean-Louis Bruguière, Gilbert Thiel et Laurence Levert, le troisième juge chargé de l'enquête, tous ont été entendus. Au palais de justice, un magistrat recherche toujours l'auteur de la fuite. Arrestation de l'un des auteurs du hold-up et de la prise d'otage de Tain-l'Hermitage. Arrestation à Givors, dans la banlieue sud de Lyon, cet après-midi.
Côté mauvais temps et circulation routière ou ferroviaire, les choses se sont améliorées aujourd'hui. La nuit dernière en Ile-de-France fut longue, très longue pour des milliers d'automobilistes piégés sur les routes ou autoroutes parisiennes. Récit de cette nuit blanche dans les bourrasques de neige. Agnès Gardet, Arnaud Ardouin avec Jean-François Monnier et France Vaillant. Des centaines de camions au pas ou immobilisés. La situation était encore bloquée ce matin sur l'autoroute A10. Sans compter le froid et le verglas qui avaient rendu la route dangereuse. Alors dans ces conditions, normal que le réveil soit un peu difficile. La nuit elle était blanche quoi, c'est clair. Aussi blanche que la neige, hein, ça c'est sûr. On a défait les valises, on l'a recouverte avec les habits qu'on avait, on l'a allongée sur le siège arrière. Tout avait pourtant bien commencé, vers 18h avec les premiers flocons sur Paris. De bien belles images qui se sont vite transformées en cauchemars. À 19h, lorsque les Parisiens sortent du travail, les 2 ou 3 cm de neige tombés en moins d'une heure sèment la panique. Ouais, c'est l'enfer. Vous savez que vous roulez sur la place là quand même. Ah ouais, mais c'est pas grave, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on est en voiture, là on n'avance pas. Mais la galère, c'est sur les grands axes qu'elle fut la pire. Sur la 10 comme sur la nationale 118, les automobilistes sont restés pendant des heures, coincés dans leur véhicule. Je suis enceinte de 7 mois. Et je me dis pas un petit peu, là je commence un petit peu à m'impatienter. Je suis partie à 18h des Ulysses et il est donc 3h du matin. Dans la nuit, on a compté jusqu'à 300 km de bouchons sur l'ensemble de l'Île-de-France. Les secours ont dû parfois intervenir pour un peu de réconfort et calmer les impatients. Car après l'attente, la colère gagne. Vous avez vu les engins de la DDE qui sont passés quand même? Ouais, ils sont passés tard, mais ils sont passés. C'est pas, je suis désolé, c'est pas une fois que c'est bloqué qu'il faut passer, hein. Les flocons ne sont pas tombés en 30 secondes. Hein. Réponse des autorités concernées, il est difficile de prévenir ce genre de situation. Toutes les équipes de la DDE d'Île-de-France, près d'1 millier d'hommes, étaient sur le pont dès hier après-midi. Un pressalage avant les chutes de neige a bien été effectué, mais il n'a pas suffi. La prévention, ça fonctionne jusqu'à une certaine épaisseur de neige, mais au-delà, il faut enlever la neige, il faut la racler sur le côté, il faut la lever. Et il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci. Malheureusement, pour l'enlever, il faut pouvoir passer. Or, en région parisienne, comme dans toutes les grandes agglomérations françaises, eh bien, quand on a l'addition du trafic et de l'événement neigeux, eh bien, on n'arrive plus à intervenir. Au fil de la journée, tout est rentré dans l'ordre. La neige a fondu, mais des milliers d'automobilistes ne sont pas prêts d'oublier cette nuit blanche, un peu particulière. Progression du trafic voyageur de la SNCF en 98, plus de 4,4%, tout réseau confondu. C'est la croissance la plus forte depuis 10 ans pour la SNCF, mais les résultats financiers, eux, sont moins agréables. La SNCF enregistrera très probablement, selon son président Louis Gallois, une perte nette supérieure aux 500 millions de francs, soit un peu plus de 76 millions d'euros pour 98. L'accord sur la réduction du temps de travail à EDF-GDF a été salué comme exemplaire par les ministres Strauss-Kahn et Aubry, mais l'UDF Pierre Méhaignerie s'est dit scandalisé par cet accord qui fait l'objet d'une aide financière de l'État de 600 millions de francs. Symboliquement, les 35 heures à EDF et à Air France relancent la politique gouvernementale en la matière. Commentaire Jean-Paul Chapelle. Cela ressemble au décollage des 35 heures. En tout cas, les entreprises publiques mettent le turbo sur la réduction du temps de travail. À Air France, 4000 emplois seront créés en 3 ans grâce à l'accord conclu ce week-end pour l'ensemble du personnel au sol. À EDF-GDF, l'accord intervenu hier soir concerne 140 000 salariés et va permettre de créer au moins 3000 emplois en 3 ans. Même la CGT devrait signer, marquant ainsi un changement de cap, la fin de l'opposition systématique. La stratégie du non a priori, je crois. C'est peut-être ça qui nous a un peu gêné dans le passé, mais ce n'est pas vrai seulement pour EDF, c'est vraiment une démarche sur laquelle nous avons et nous continuons de beaucoup discuter, faire réfléchir. Pour EDF-GDF, l'État a fait un gros effort financier, 550 millions de francs, là encore c'est une première. Du coup, la réduction du temps de travail reprend des couleurs. La loi Aubry n'avait créé ou sauvé que 10 000 emplois, essentiellement dans le textile, le sucre et la métallurgie, un bilan peu flatteur pour une mesure clé du programme socialiste.
c'est compliqué de réduire la durée du travail, nous l'avons tous dit. Il faut réfléchir à l'organisation du travail, à l'utilisation des machines, à une meilleure articulation entre la vie familiale et professionnelle des salariés. Donc ce sont les petites entreprises qui ont signé les premières. Mais vous allez voir que nous allons voir arriver dans les jours qui viennent des grandes entreprises. Avant la fin de cette année, Martine Aubry présentera à l'Assemblée une deuxième loi sur les 35 heures. Elle fixera les modalités définitives, SMIC, heures supplémentaires, travail des cadres. Les chefs d'entreprise préféreraient dissiper plutôt ces incertitudes, mais le gouvernement ne souhaite pas accélérer le calendrier. Rentrée politique de Robert Hue pour ce début d'année 99. Le secrétaire national du Parti communiste présente ses vœux et écarte définitivement l'idée d'une liste commune de la gauche plurielle aux élections européennes. Commentaire Françoise David avec Claude Barnier. Robert Hue a son air déterminé des grands jours. Il a un message important à faire passer à Lionel Jospin. Les Français qui, selon lui, attendaient beaucoup de la gauche au pouvoir, commenceraient à douter. Les changements réels qu'ils espéraient ne seraient pas au rendez-vous. Il ne s'agit pas de s'énerver. Il s'agit d'être efficace, offensif, dynamique. Je crois qu'il ne faut pas transformer ses attentes en scepticisme, voire en opposition. Il faut apporter les réponses là qu'attendent les Françaises et les Français. Le Parti communiste souhaite donc par exemple que l'on investisse pour l'emploi et non à la bourse, que l'on cesse de privatiser et surtout que le gouvernement ne cède pas ce qu'il appelle les pressions libérales. Autant de thèmes que le PC défendra au cours de la campagne pour les élections européennes. Une campagne qu'il mènera seul, l'idée d'une liste commune de la gauche plurielle étant totalement écartée, place du colonel Fabien. Dans leur musette, les candidats estampillés communistes trouveront la nouvelle doctrine de leur parti. Cela s'appelle Communisme, un nouveau projet, et c'est signé Robert Hue. Et puis le président de l'Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, en présentant ses vœux pour la nouvelle année, a indiqué qu'il prendrait du recul en février pendant le procès devant la Cour de justice de la République où il doit comparaître dans l'affaire du sang contaminé. Au Kosovo, libération effective s'est faite des 8 soldats serbes yougoslaves qui étaient détenus par les séparatistes kosovars de l'UCK. Voici la libération de ces soldats. La négociation avait été menée par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En Irak, nouvel incident militaire entre les Irakiens et des avions américains. C'est semble-t-il le 50e incident depuis la fin de l'opération Renard du désert le 19 décembre dernier. On craint, dans la perspective de la fin du Ramadan, la semaine prochaine, une reprise des affrontements ou des bombardements. D'autre part, la France, soutenue par le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a présenté ses propositions à ses partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'Irak. Commentaire Philippe Rochaud. Des F-15 et des F-16 comme ceux-ci en patrouille au-dessus du nord de l'Irak, accrochés par un radar qui évite avec un leurre un missile solaire irakien, puis largue 2 bombes téléguidées sur le site. Ce genre d'incident est à présent quotidien. Il s'est produit ce matin dans la zone d'exclusion aérienne à hauteur de la ville de Mossoul. Il intervient au moment où la France présentait son plan pour l'Irak au Conseil de sécurité, après l'avoir évoqué hier à Moscou dans une rencontre entre Hubert Védrine et Evgeny Primakov. Un plan qui prévoit déjà l'après-UNSCOM. La commission de contrôle de l'ONU n'est plus crédible. La France propose donc un nouveau dispositif de surveillance et d'inspection en Irak afin d'empêcher de nouveau le développement d'armes de destruction massive. La France préconise aussi la levée de l'embargo sur les exportations de pétrole irakien. Un embargo toujours très contrôlé dans le Golfe, comme ici par les Britanniques. La mission de ce porte-hélicoptère est de vérifier la provenance des navires, car les Américains et les Anglais, eux, ne sont pas prêts à mettre fin à cet embargo contre l'Irak. Saddam Hussein voit pourtant avec satisfaction le Conseil de sécurité se diviser sur le sort de son pays. Il soufflait ce matin le chaud et le froid, parlant de dialogue, mais demandant aussi au reste du monde arabe de condamner l'action des Britanniques et des Américains. À la Maison-Blanche à Washington, le président Bill Clinton a tenu une conférence de presse. Ses avocats ont présenté aux sénateurs un document de 130 pages exposant la ligne de défense du chef de l'État américain. Celui-ci croit que le Sénat rejettera sa destitution. Il est conforté par un sondage. 6 Américains sur 10 approuvent Bill Clinton et sa politique. À Paris, première journée d'un congrès d'allergologie. 1 millier de spécialistes sont réunis. De plus en plus d'enfants et d'adultes souffrent d'allergies. De nouvelles formes d'allergies sont constatées. En voici une, illustrée par l'exemple, l'allergie aux blattes. Les blattes qui envahissent les appartements. Reportage Sébastien Leguet, Claude Barnier. Depuis 7 ans, Nathanaël est suivi pour une allergie. Une affection moins banale que celle due au pollen ou aux poussières de maison. Ses ennemis déclarés, ce sont les blattes. Et le nez? Le nez, non. Non, le nez pas bouché, vous n'éternuez pas. Actuellement, vous voyez encore des blattes dans votre appartement? Non, pas du tout. Non, même dans la cuisine? Même dans la cuisine. Allez-y encore une fois, 510 là.
Aujourd'hui, il est encore asthmatique, mais pour limiter au maximum les risques, l'hôpital n'a pas lésiné sur les moyens. On a collaboré avec le service d'hygiène de la ville de Strasbourg pour faire une éradication complète des blattes dans le mobilier qui existait dans l'ancien appartement et de désinsectiser préventivement le nouvel appartement dans lequel ils ont déménagé. Désinsectiser, c'était le meilleur traitement pour Nathanaël, car les blattes comme les acariens, les poils de chat et les poils de chien peuvent provoquer de l'asthme, faire couler les nez et rougir les yeux. Encore faut-il bien les identifier. Alors là, il s'agit de blatte orientalis qui est effectivement un peu impressionnante et pas très attrayante, mais heureusement elle est rare, on la trouve dans les caves et elle est peu allergisante. Là, nous avons Blattella germanica, qui est beaucoup plus petite et qu'on va retrouver en France, dans nos pays, dans les appartements. C'est elle qui est responsable de la grande majorité des allergies à la blatte. C'est elle que redoute Nathanaël. Aujourd'hui, les tests restent positifs et il n'est pas à l'abri de nouvelles crises d'asthme. Quand le SAMU est venu, ils m'ont mis sur oxygène. Je suis resté 2 jours aux urgences. Il y avait, enfin comme ils disent dans le langage médical, il y avait un vide respiratoire. On n'entendait pas du tout ma respiration. C'est du passé, mais la surveillance continue. Dans l'appartement où a été relogée la famille de Nathanaël, Martine Hoth vient prélever tous les mois des échantillons de poussière. Elle traque la blatte et donne des conseils pour s'en prémunir. L'idéal, c'est de pouvoir se couper du reste de l'immeuble, ce qui est parfois difficile, parce qu'il y a toujours des tuyauteries, des chauffages, des billes d'ordures, des choses communes. Donc ce qu'il faudrait essayer, c'est de boucher le maximum ces ouvertures-là et d'avoir des traitements efficaces. Nathanaël et sa famille peuvent respirer. Les analyses montrent que les blattes ne les ont pas retrouvées. La stratégie a fonctionné, mais il est difficile de la mettre en œuvre à grande échelle, car ces intrus s'invitent de plus en plus dans nos appartements. Selon le secrétariat d'État à la santé, la pollution par le plomb a diminué de 50% en 20 ans, mais les risques de saturnisme sont encore bien présents et prochainement un décret sera publié obligeant à réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai d'1 mois pour des appartements dont les peintures contiennent du plomb. Sport, championnat du monde de snowboard, du surf des neiges en Allemagne à Berchtesgaden, médaille d'argent pour le français Maxence Hildesheim en slalom géant, première place dans ce slalom géant pour l'allemand Markus Ebner. Voilà l'arrivée du français, médaille d'argent. Sport automobile, le Dakar, la 12e étape disputée en Mauritanie entre Nema et Tichit sur la distance 490 km. Regardez bien, victoire d'étape auto de Jean-Louis Chesser devant Prieto sur Mitsubishi, mais boum, c'est comme Schumacher, Villeneuve, on se fait pas de cadeau, même en plein désert, pourtant il y avait de la place. Jean-Louis Chesser sur son buggy est toujours en tête au classement général. Théâtre depuis hier soir à Paris, au Théâtre du Rond-Point, on joue une nouvelle pièce de Jean-Claude Grimbert, Rêver peut-être, avec dans le rôle titre Pierre Arditi. Pierre Arditi interprète un homme hanté par ses rêves et par le souvenir de ses parents. Nouveau personnage, nouveau défi pour un Pierre Arditi à l'emploi du temps déjà très chargé. Reportage Laurence Piquet, Bernard Pucessot et Bernard Connor. Une promenade dans les passages de Paris. Pierre Arditi aime ces lieux de vagabondage. Les bruits de la ville le rassurent avant d'entrer sur scène. Je viens chercher des moments de paix. Me promener à pied dans Paris, c'est ce que je préfère. Et le trac, ça s'apaise avec les années? Non, avec les années, ça s'aggrave, tout ça. Ça s'apaise pas du tout parce qu'il y a 20 ans, finalement, personne ne savait trop qui j'étais. Bon, maintenant, les gens quand même savent un peu qui je suis. Donc ils attendent de moi un certain nombre de choses. Donc j'ai évidemment beaucoup plus peur. Moi je me concentre en me baladant. Ok. Répétition avec le metteur en scène Jean-Michel Ribes. La pièce se déroule la nuit, dans nos rêves. Pierre Arditi court après l'image de sa mère. Maman? Oui? Je peux dormir dans ton lit? Ah non, non! Dors maintenant! Maman! Oui! Pourquoi Ophélie, elle a toujours des fleurs dans les cheveux? C'est pour faire joli, mon cœur. Dors! C'est moche! Maman? Il est chiant! De l'ironie et de la gravité, le héros est hanté par le souvenir de son père déporté, cauchemar vécu par l'auteur de la pièce, Jean-Claude Grimbert. Dans Rêver peut-être, l'inconscient se libère. Il nous rappelle à tous l'importance du rôle du père et de la mère. Moi aussi j'ai des rêves de père. Moi, mon père il est là. Je ne l'ai pas enfoui sous du papier à fleurs. Il est vivant, il est âgé mais il est vivant. Et il y a ma mère aussi, qui elle n'est plus là, mais à qui je parle absolument tous les jours.
Il n'y a pas de jour où je ne parle pas à ma mère, où je ne me lève pas en disant bonjour à ma mère, en pensant à ma mère, en regardant son visage sur les toiles peintes par mon père chez moi. Je crois que quand on est un père ou une mère, dans l'instant où on devient père ou mère, le poids qu'on fait porter à l'enfant qui est de vous est terrible. Jusqu'à mon dernier souffle, le poids de mon père vivant et le poids de ma mère morte me hanteront jusqu'à la fin de mes jours. Chante-moi quelque chose, maman. Entre les bras d'une mère Pourquoi sommes-nous couchés tous les deux dans mon lit? et la présence insolite d'un avocat, Je dois surveiller vos rêves. interprété par Michel Aumont, J'ai perdu mon hochet. Pierre Arditi cherchera à soigner les blessures de l'enfance. B minuscule. Oh, mon hochet. Do, do, GG. Do, do, bébé. Do, do, bébé. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Crise boursière, tout d'abord, notamment sur la place européenne, mais ça semble aller mieux à Wall Street ce soir à Washington. Crise boursière à la suite de la dévaluation de la monnaie brésilienne et de l'effondrement de l'économie. Et puis, crise politique européenne, la première grande crise politique européenne, avec peut-être un sursis pour la Commission européenne. Les membres des groupes politiques du Parlement européen sont actuellement réunis pour en débattre avant un vote de censure demain à Strasbourg. Dans quelques secondes, la météo d'Isabelle Martinet. À 20h50, un téléfilm, La balle au bond de William Crépin, avec notamment Isabelle Otero. À 22h50, Ça se discute, présenté par Jean-Luc Delarue. Le dernier journal vous sera présenté par Laurence Ostolaza à 0h55, suivi du Bivouac et du Cercle de Philippe Lefay. Demain à 7h50, Françoise Laborde recevra le député UDF Jacques Barrot. Et puis à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.